Des opinions différentes. L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre, Cube. Avec nous, Geneviève Landry, présidente de Hackerdom et directrice générale d'Entraide pour Hommes. On va rentrer directement dans le sujet parce qu'il y a beaucoup trop de féminicides au Québec et j'ai voulu savoir qu'est-ce qui pousse les hommes à passer à l'acte en matière de violence conjugale. Eh bien, bonjour Nicolas. Oui, effectivement, hausse des féminicides, on peut se dire ça. C'est très préoccupant. Moi-même, ça fait 30 ans que je fais ce travail-là. Je suis très préoccupée. C'est sûr que on observe depuis la pandémie, puis c'est pas la cause là, mais depuis la pandémie, une hausse des féminicides. Autrefois, il y avait quand même le nombre se maintenait. En fait, je pense que la pandémie est venue exacerber des facteurs de vulnérabilité, pauvreté, isolement, détresse, etc. Par contre, je pense que ce qui est important de dire, c'est que dans plus de 80% des féminicides, il y avait des signes qu'on pouvait détecter, il y avait des facteurs de risque. Donc, ce que ça dit, c'est que c'est possible de pouvoir les prévenir quand on est capable vraiment de détecter les signes précurseurs d'un féminicide. Exactement. On a reçu Annick Brazeau plus tôt cette semaine et puis elle nous disait que justement, dans 8 sur 10 fois, 8 cas sur 10, on aurait pu intervenir. Mais là, moi, ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce qui pousse les hommes à aller jusqu'au meurtre, là, littéralement? Là? C'est quoi les raisons derrière? Parce qu'on s'entend, c'est pas tous les hommes qui sont violents, mais là, on parle plus de violence. C'est pas tous les hommes, c'est d'horreur. On parle d'horreur, on parle d'extrême. Au Québec, c'est 27 000 cas de violence conjugale dénoncés par année. C'est énorme. Heureusement, c'est pas tous ces hommes-là qui se rendent à avoir des idées d'homicide. Évidemment, tous les hommes qui commettent un homicide conjugal, c'est des hommes qui étaient déjà dans une dynamique de contrôle, une dynamique de violence et des hommes qui avaient une difficulté à gérer la frustration. Ça, on part vraiment de là. L'élément principal qui déclenche des idées de vengeance, des idées d'homicide, c'est le refus de la séparation. C'est vraiment ce qu'on voit dans la majorité des cas. Et refus de l'harcèlement, une augmentation de la sévérité de la violence. Et ce sont souvent des hommes qui sont dans une dynamique de jalousie. Donc, ils ne prennent pas la rupture et ils vont objectiver la partenaire. Objectiver la partenaire, ça veut dire que je la vois comme un objet. Et ce qui se passe dans la tête de ces hommes-là, souvent, ils vont commettre le meurtre par vengeance. Tu as détruit la famille, c'est pas vrai que tu vas avoir du plaisir avec les enfants, ou tu as détruit ma vie, l'impression que tu as détruit ma vie. Et comme je le disais tantôt, ça s'installe dans le temps, ça se prévoit un homicide, ça arrive pas, les hommes se lèvent pas un matin en disant je vais tuer ma conjointe. C'est vraiment un processus qui est quand même fait sur un assez court laps de temps, là, c'est pas un an, mais dans leur tête, c'est une spirale. En fait, c'est une spirale, un entonnoir où ils acceptent pas la rupture, des idées de vengeance, il y a de la rage. Et là, soudainement, l'idée de hey, je serais peut-être mieux si c'était pas là. Et là, les idées s'installent tranquillement et à un moment donné, il est tellement pris dans son obsession que de la tuer devient la seule solution et il finit par croire que c'est ça qui est la vérité et c'est ça qui doit accomplir. Heureusement, quand ces hommes-là arrivent soit à l'Entraide pour Hommes ou dans un autre organisme, on est une trentaine au Québec, puis on est formés justement pour pouvoir faire l'appréciation du risque d'homicide et de suicide. Nous, ce qu'on va faire avec lui, c'est on va déconstruire les idées d'homicide et on va travailler avec lui sur ces facteurs de protection. Est-ce que ces personnes-là, quand elles arrivent, et Dieu merci qu'elles arrivent, oui. Est-ce qu'elles viennent par elles-mêmes? Est-ce que c'est la police qui les amène? Est-ce que c'est leur famille? Elles arrivent par où, là? À peu près, là, tu sais, la moitié des gens, des hommes qui viennent dans nos ressources, et puis ça dépend des territoires, mais à l'Entraide pour Hommes qui est sur la Rive-Sud de Montréal, la moitié, c'est soit c'est judiciaire. L'avocat qui l'a référé, la police, le juge, etc. L'autre moitié, ben, ils viennent en guillemets volontaires. Je dis volontaire parce que il y a souvent une pression externe. Tu sais, la conjointe qui dit là, j'en peux plus, l'ami qui dit ben voyons donc. Fait qu'il y a quelqu'un
quelqu'un qui les amène à aller vers. De plus en plus, il y a le bouche-oreille. Les hommes disent, ben mon ami est venu, mon oncle est venu, ça fonctionne. Ce qui est aussi intéressant, puisque moi, je suis beaucoup, Nicolas, dans comment est-ce qu'on peut mieux prévenir ça au Québec, que ce soit de la violence ou que ce soit les homicides. Ma façon à moi de voir cette problématique-là, c'est comme un panier d'épicerie. Fait que dans mon panier d'épicerie, si je veux bien nourrir ma famille, il faut que je mette toutes sortes d'aliments. C'est la même chose en violence conjugale. Il faut mettre dans ce panier-là toutes sortes de maillons qui vont venir installer un filet de sécurité. Ce qu'on sait dans les féminicides, il y en a plusieurs qui étaient connus du milieu policier. Ça veut dire qu'il y avait eu des interventions, interpellations ou arrestations en matière de violence conjugale. On l'a vu d'ailleurs dans les féminicides de cette semaine. Et la problématique, c'est que cet homme-là est, dans la majorité des cas, remis en liberté avec des conditions qu'il ne respecte pas. Pas le droit de contacter la conjointe, pas le droit d'approcher. Sauf que des conditions judiciaires, ça enlève pas la rage, ça enlève pas la colère, ça enlève pas les idées de vengeance. Donc, il est laissé à lui-même. Ce qu'on fait à l'entraide pour hommes avec le service de police Richelieu-Saint-Laurent depuis 2022, donc 4 ans, projet de collaboration qui fonctionne bien, c'est on entre en communication avec tous les suspects et auteurs de violences 48-72 heures après l'arrestation. On ouvre la porte. Comment ils vous reçoivent? Super bien. On est très fiers de ce projet-là. 70% des hommes contactés acceptent de discuter avec l'intervenant, l'intervenante. Et ce sont des hommes qui nous disent, je savais même pas que ça existait, fait que j'aurais même pas été vers vous. Je vous connaissais pas, ou certains disent j'étais tellement gênée d'avoir été arrêtée que jamais je me serais montré la face dans votre organisation. Fait que pour moi, ça, c'est un filet de sécurité de plus. Ça veut dire que avec cet homme-là, on travaille ses idées de vengeance, l'appréciation du risque d'homicide, et sans excuser ses gestes, bien sûr, le fait de donner un espace où il peut donner sa version des faits, s'exprimer, tout à fait. Puis je suis pas en train de les excuser, là, mais cet espace-là permet de diminuer la pression et permet, par conséquent, de diminuer les facteurs de vulnérabilité. Mais, et ça, c'est certain. Oui. Ouais, désolé, j'ai 1000 questions parce que je trouve que c'est important. Puis malheureusement, quand il y a un féminicide, on parle que du féminicide, mais il faut parler de la source. Il faut savoir, il faut comprendre pourquoi. Un homme en crise arrive chez vous. Ça prend combien de jours, combien de thérapies, d'heures, peu importe, pour désamorcer cette crise-là? Il peut garder une certaine, comment je pourrais dire, être fâché. Là, un état exact. On a le droit d'être en colère, on s'entend. Absolument. Mais quand c'est devenu de la rage, des idées de vengeance, fait que, une colère peut être très, très normale et c'est correct. Et elle peut être contrôlée. En fait, tout à fait, c'est sain de toute façon. La colère, c'est au même titre qu'une autre émotion. Là. C'est quand elle devient dangereuse ou malsaine pour soi ou pour les autres que là, on passe à une autre étape. En fait, on va désamorcer assez rapidement parce que l'évaluation, si on parle d'homicide, l'évaluation du risque d'homicide est transversale à l'entraide pour hommes et dans les autres organisations. On fait l'évaluation en tout temps. Donc, l'homme, quand il nous laisse un message, un intervenant qui l'appelle dans les 24-48 heures, et c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, on fait l'évaluation avec les facteurs de risque. Comme je le disais, on est outillé, on a des outils, on a développé cette expertise-là. Et c'est sûr que si on détecte que cet homme-là est à risque, on va le voir très, très rapidement. Donc, pour nous, l'appréciation du risque fait partie tout au long du cheminement. Même s'il y a des moments dans l'année où, par exemple, on a des listes d'attente pour nos rencontres individuelles ou de groupe, évidemment, on va prioriser les gens qui présentent un risque. Pour nous, c'est important. Et dans l'éventualité où on n'arrive pas à déconstruire les idées d'homicide, on peut faire appel des professionnels. On a accès à ce qu'on appelle une cellule d'intervention rapide. Il y en a partout au Québec. Fait que ça, c'est des professionnels qui se réunissent le 6, nous, la maison d'aide et d'hébergement, les policiers, et on met en place un plan d'action pour sécuriser la conjointe et les enfants. Donc, ça se prévient. C'est ça qu'il faut retenir. Il faut juste s'assurer que cet homme-là arrive vers nos bureaux ou qu'il puisse consulter un professionnel justement pour qu'on puisse faire l'évaluation. Et je trouve que la porte d'avoir une collaboration avec la police en disant on va entrer en communication avec tous les suspects et auteurs,
Je trouve que c'est une belle porte parce qu'on va vers des gens à potentiel de récidive de violence, potentiel de risque d'homicide qui sont laissés à eux-mêmes sans filet de services psychosociaux. Et pour compléter rapidement, c'est quoi les signaux pour un entourage qui doivent nous sonner une alarme et puis qui fait en sorte qu'on doit agir, qu'on doit vous appeler ou appeler la police? Refus de la séparation, pas j'ai de la peine parce que je me suis séparée, là. Refus, harcèlement, je vais aller cogner chez eux, j'envoie plein de textos, des signes dépressifs, on le reconnaît plus, on se dit, ben voyons, qu'est-ce qu'il a mangé un matin? Soudainement, des agressivités qui ressortent comme ça, qui sortent de nulle part, une augmentation des gestes de contrôle et dans la plupart des cas, il y avait des menaces, soit menaces de suicide, menaces de vengeance, menaces de tuer. Évidemment, s'il voit son ex-partenaire comme un objet, il en parle comme un objet avec des petits mots d'animaux qui sont pas très gentils, ça vient aussi augmenter le risque. Fait qu'à partir du moment où tu regardes ton collègue de travail, ton ami, ton frère, que tu trouves que tu vas pas bien, qu'il a changé, que tu le trouves agressif, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est n'hésitez pas à appeler un organisme pour hommes ou une maison d'aide et d'hébergement. Nous, on va évaluer la situation et s'il y a lieu, on va mettre autour de cette famille-là un filet de sécurité. Faut pas hésiter. La violence conjugale, les féminicides, c'est l'affaire de tous. Ça concerne 100%. Tout le monde au Québec. Mais merci beaucoup, Geneviève Landry, présidente de À Cœur d'Homme et directrice générale de Entraide pour Hommes. Merci beaucoup. Merci à vous.